Les cerveaux des Homo sapiens aiment bien trois choses. Les détails insignifiants, les gros chiffres et l'impression d'être meilleur que les autres. Le cocktail parfait pour qu'une théorie du complot se faufile. Bonjour les primates, ici Relly-Bot. Le cerveau des Homo sapiens, c'est un peu comme leur estomac. Ce qu'ils ont envie de mettre dedans n'est pas toujours bon pour lui. Alors que vous devriez vous ruer vers les brocolis et les navets, votre instinct vous pousse vers les chips et les sucreries. C'est pareil pour vos cerveaux. Sauf que l'équivalent des chips et des sucreries pour le cerveau, ce sont les histoires à dormir debout. Les fake news, les ragots et plus généralement, toutes les pitreries humaines pourvu qu'elles soient distrayantes. Vous ne me croyez pas? Comparez les ventes de la presse à scandale avec les ventes d'ouvrages scientifiques. On fait moins les malins, hein, les primates. Et plus les histoires sont grotesques, plus votre instinct primaire pousse votre cerveau à s'en gaver. Vous connaissez d'ailleurs le dicton, plus c'est gros, plus ça passe. Les histoires les plus grosses, les plus délirantes, le niveau ultime de la junk food intellectuelle, ce sont les théories du complot. On parle de théorie du complot quand des rumeurs s'accumulent et finissent par former une histoire qui semble cohérente, mais qui, en vérité, est complètement farfelue. Ces théories sont très séduisantes pour les Homo sapiens, car vos cerveaux aiment particulièrement trois choses. Ils aiment se concentrer sur des détails en oubliant le reste. Même si votre train arrive 50 fois à l'heure, s'il arrive une seule fois en retard, c'est ce que vous retiendrez. Vos cerveaux aiment aussi les gros chiffres. C'est ce qui se passe quand un vendeur vous dit qu'un produit est bon parce que des milliers de personnes l'ont acheté. Pourtant, ça prouve juste que beaucoup de gens l'utilisent. Aucun lien entre quantité et qualité. Enfin, vos cerveaux aiment avoir le sentiment d'être moins cons que les autres. Or, les théories du complot donnent justement l'impression d'être plus malins que la moyenne. Elles se concentrent aussi sur des détails insignifiants et elles comptent sur l'adhésion d'un grand nombre de personnes. C'est la raison pour laquelle les complotistes passent des heures à essayer de convaincre les autres. Vous remarquerez d'ailleurs que ces trois choses que vos cerveaux affectionnent sont liées. Par exemple, remarquer un détail insignifiant engendre le sentiment d'être moins con que les autres. Du genre, le reflet sur la flaque d'eau dans la vidéo est 2 cm trop à droite. Ouga, ouga. Moi, intelligent, moi, avoir remarqué des détails super importants que personne n'a vu. Bref, prenons une théorie du complot connue. Par exemple, l'affaire Roswell, l'extraterrestre en 1947. Que s'est-il passé? Concrètement, un gars a trouvé des débris et du papier aluminium dans le désert. C'est tout. En 30 ans, les rumeurs se sont accumulées et une théorie du complot est née. Un vaisseau extraterrestre se serait ainsi écrasé sur Terre et son pilote, Roswell, aurait été autopsié par l'armée américaine qui aurait camouflé l'affaire. Des milliers de montages photos ont été mis en circulation et des milliers de cerveaux d'Homo sapiens se sont alliés pour inventer des histoires. C'était dans l'air du temps, comme on dit. En 1947, on est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le souvenir des armes nucléaires était encore frais. L'idée d'un gouvernement américain qui étoufferait des secrets comme l'existence des extraterrestres avait du succès. Aujourd'hui, des millions de personnes croient en cette théorie à la noix de coco. Mais vous imaginez, sérieusement, des extraterrestres supérieurs construire une soucoupe volante en aluminium? Pourquoi pas en pâte à sel, pendant qu'on y est? Mais voilà, Roswell et sa soucoupe volante en aluminium, ça fait rêver. Ça crée des discussions, ça soude une communauté d'individus qui y croient. Un peu comme une religion quand on y pense. Et pourtant,
Une simple formation sur les montages et trucages de photos permet déjà de faire un sacré ménage dans cette histoire. Si vous vous renseignez un peu sur la psychologie de masse, vous comprendrez aussi pourquoi les extraterrestres fascinent autant. Malheureusement, se former sur les montages photographiques ou suivre des cours de psychologie, ça nécessite des efforts. C'est plus marrant de chercher des photos de Roswell sur le net. C'est comme pour la presse à scandale et les ouvrages scientifiques. La première est beaucoup plus marrante que les seconds. Ainsi fonctionne le cerveau des Homo sapiens. Mais ce n'est pas une fatalité. Science soit louée. Vos cerveaux sont primitifs, mais ils ont aussi la capacité de dépasser leurs défauts. On en reparlera une prochaine fois. À bientôt les primates! Alors quand on traite de questions qui sont liées à ce qu'on pourrait appeler le marché de l'attention, donc c'est-à-dire capter l'attention des gens et faire en sorte qu'ils restent attentifs, il faut avoir en tête une notion qui est importante qu'on pourrait appeler le ratio entre la satisfaction cognitive et l'effort fourni. Ça, il y a un sociologue qui s'appelle Gerald Bronner qui a beaucoup travaillé sur cette question-là. Et il se trouve que les idées qui rencontrent le plus de succès, ce sont les idées qui fournissent le plus de satisfaction cognitive, donc des satisfactions qui sont liées à notre cerveau, et qui nécessitent le moins d'efforts possible. Donc forcément, les théories du complot, comme elles sont en général faciles à comprendre, comme elles sont en général assez intéressantes pour notre cerveau parce qu'on a l'impression d'avoir compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris, etc. Donc la satisfaction cognitive est forte. Et comme elles sont faciles à comprendre, comme elles sont simplistes, l'effort cognitif pour les comprendre est bas. Donc on a une très forte satisfaction cognitive et un effort à fournir qui est très bas. Et donc du coup, ça donne le succès qu'on connaît. On peut faire un parallèle avec ce qu'on appelle communément la malbouffe ou la junk food, pour utiliser un anglicisme. Par exemple, des chips. C'est très satisfaisant gustativement. On a envie d'y retourner, comme on dit. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont notre corps a besoin? Non. Mais là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a affaire à une sorte de junk food intellectuel à laquelle notre cerveau finit par s'habituer, y prendre plaisir. Et le problème, c'est comme pour les chips, une fois qu'on s'est rempli l'estomac avec des chips, on n'a plus de la place pour de vrais aliments avec de vrais nutriments. Si on se remplit la tête avec des théories du complot, on risque de ne plus avoir la place pour de la véritable méthodologie scientifique, des choses qui vont nécessiter un effort cognitif important, mais qui vont aussi engendrer, quand on va jusqu'au bout, une satisfaction cognitive importante. Et ça, c'est peut-être le défi des gens qui luttent contre les théories du complot, c'est de rendre finalement le réel plus attractif que le fantasme, la science plus attractive que les fake news, mais donc redonner aussi un certain goût à l'effort cognitif. En vérité, on retrouve un plaisir qui est narcissique. On est très fier de soi parce qu'on a compris ce que d'autres n'ont pas compris. On est moins bête que la moyenne parce qu'on n'adhère pas aux théories officielles et donc on a l'impression de faire partie d'un groupe d'élus en quelque sorte. Et donc il y a aussi cette dimension collective qui est importante pour les théories du complot. Donc l'idée de faire partie d'un groupe où le marqueur identitaire va être justement l'adhésion à la théorie qui va nous démarquer de ceux qui n'y adhèrent pas. Donc on retombe sur un phénomène qui est quasiment un phénomène tribal du nous versus les autres.